Bien. République et démocratie, épisode 3. Alors, la dernière fois, on avait vu un peu les critiques de la démocratie, dont on avait pu noter qu'elles n'étaient pas toutes dépourvues de sens, bien au contraire, et qu'on n'est pas obligé d'être un adorateur béat de la démocratie. Je n'ai pas dit de ceux qui se disent démocrates, parce que c'est encore autre chose. Bon. Aujourd'hui, on va parler du républicanisme, c'est-à-dire non pas de la République en général, mais, disons, de quelques-uns des grands penseurs de ce qui va être la République. On les appelle républicanistes, parce qu'on va réserver le mot républicain aux adhérents d'un parti. Je ne sais pas, à Florence, par exemple, il y avait un parti républicain. Il était dénommé comme ça dans... Bon. Et nous avons connu des tas de partis républicains. Alors, républicanisme, donc, c'est une doctrine politique. On va se mettre d'accord sur l'appellation. Et moi, je vais m'intéresser essentiellement à deux penseurs qui sont Cicéron et Machiavel. Bonsoir. Oui. Donc, Cicéron et Machiavel. J'en évoquerai quelques autres noms, mais pour moi, c'est deux piliers importants. Alors, aux origines de la pensée républicaine, on trouve beaucoup de philosophes antiques, alors des Grecs comme Aristote. Alors lui, il n'emploie pas le mot république, il emploie le mot politeia, c'est-à-dire la constitution de la cité, mais il désigne cette notion de république par là. On trouve aussi beaucoup d'historiens. Le premier grand historien qui fait la théorie de tout ça est Polybe, historien grec de l'Empire romain. Et puis, on va trouver ça aussi chez les historiens romains, comme Salluste, par exemple. Tite-Live aussi, à certains égards. Voilà. Mais moi, je vais surtout m'intéresser à Cicéron, qui est non seulement un homme politique célèbre, puisqu'il a été consul, il a joué un très grand rôle à Rome, il a été l'accusateur de César, enfin l'accusateur indirectement de César dans le célèbre procès Catilina, une de ces affaires de corruption qui était assez courante dans les républiques anciennes, ce qui prouve qu'au fond on n'a rien inventé de ce côté-là. Et puis il était aussi un penseur, et c'est un philosophe, Cicéron, non pas un philosophe très original, mais un philosophe qui a eu le grand mérite de traduire le grec en latin. Donc il a pris des philosophes grecs et puis il a exposé leur doctrine, mais en latin. Et en particulier, il y a beaucoup de mots grecs qu'il a traduits en latin. Et c'est ce qui va nous donner le vocabulaire de la philosophie actuellement. Voilà. Alors Cicéron, il est surtout connu peut-être, pour ce qui nous concerne, pour un ouvrage dont il nous reste quelques chapitres, mais pas l'intégralité, qui s'appelle De Republica, de la République, qui est un ouvrage tout à fait intéressant, parce qu'il expose une pensée qui est tout sauf molle. Je veux dire, je vais me contenter de lire quelques extraits puis de les commenter. Alors Cicéron part d'un principe, il dit « La nature a imposé si impérieusement aux hommes l'obligation de la vertu et leur inspire une telle passion pour défendre l'existence de la collectivité que cette force-là a triomphé de tous les attraits de la volupté et du loisir. » Si nous nous laissions aller simplement aux attraits du plaisir, eh bien, il n'y aurait pas de cité, mais il dit « Heureusement, la nature nous a dotés d'une passion pour faire notre devoir et d'une passion pour le bien de la collectivité. » Et donc, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de collectivité qui puisse durer s'il n'y a pas un certain nombre de passions humaines qui les animent, ou de vertus. Alors, ces vertus dont tu as besoin d'une collectivité, Cicéron nous dit, il ne suffit pas de posséder la vertu comme on peut connaître une technique sans l'utiliser. Voilà. Une technique, même si on ne la pratique pas, on en garde la connaissance théorique. J'ajouterais pas seulement, on pratique aussi le vélo, même si on ne pratique pas, on sait toujours faire du vélo. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on n'utilise pas. Mais la vertu politique, au contraire, nous dit Cicéron, consiste entièrement dans son application. Voilà. C'est une vertu qui n'existe que quand on agit.
Et son application la plus haute, c'est le gouvernement de la cité. Gouvernement de la cité et la réalisation intégrale en fait et non en parole des principes que ces gens-là programment dans leur coin. Ces gens-là, c'est ses adversaires, évidemment. Voilà, réalisation des principes. C'est-à-dire, vous êtes vraiment vertueux si vous vous occupez de la direction des affaires de la cité. Voilà, donc si vous êtes sénateur, si vous occupez tel ou tel poste, eh bien la vraie vertu se montrera dans votre capacité à diriger la cité. Et à faire en acte, à mettre en acte les principes. Et pas simplement se contenter de les répéter. Bon, il a des ennemis, hein, Cicéron. Il en aura un en particulier qui est Jules César. Et en particulier, il va passer une partie de son action, ça lui coûtera, finalement c'est ce qui lui coûtera la vie, hein. Mais à tenter de défendre la République quand elle est menacée. Et il pense par exemple que César, comme beaucoup d'autres nobles romains, il pense que César veut revêtir la couronne royale et veut restaurer la monarchie à Rome. Et Cicéron est donc le grand orateur du parti républicain. Voilà. Alors, on va venir aux choses plus sérieuses. Qu'est-ce qu'on doit défendre ? Eh bien, pour Cicéron, on doit défendre la liberté. Pardon ? La liberté. Ce qui fait l'essence de la collectivité, c'est la liberté. Et il dit la liberté ne peut habiter dans aucun État, sauf dans celui où le pouvoir suprême appartient au peuple. C'est clair et précis quand même. La liberté n'existe que si le pouvoir suprême appartient au peuple. Cherchez autour de nous les États dans lesquels le pouvoir suprême appartient au peuple. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, en vérité. Alors, il ajoute qu'il faut reconnaître qu'il n'existe pas de bien plus agréable, et si elle n'est pas égale pour tous. Voilà, il ne doit pas y avoir des gens qui sont plus égaux que les autres. Tout le monde doit avoir une liberté égale. Ça paraît très radical hein, quand on écoute, on lit, on entend ça aujourd'hui. Bon, alors évidemment, il faudrait savoir à quels hommes ça s'applique, hein, qui a le titre de citoyen. Mais il parle du peuple, hein, et tous les décrets de Rome étaient signés Senatus Populusque Romanum, le Sénat et le peuple. Et si elle n'est pas égale pour tous, donc c'est pas non plus la liberté. Et comment la liberté pourrait-elle être égale pour tous ? Je ne dis pas dans un royaume où la servitude n'est même pas dissimulée. Hein ? Et ne fait aucun doute, mais aussi dans les États où les citoyens ne sont libres qu'en parole. On parle de Rome, là, des tendances régulières. Alors, à Rome, vous avez régulièrement des coups d'État, des gens qui s'emparaient du pouvoir, qui instauraient une dictature qui durait des années, des proscriptions, etc., etc. L'histoire romaine est remplie de ça. Voilà, donc il ne faut pas être libre simplement en parole, il faut l'être effectivement. Et il ajouterait, un peu plus loin, la liberté ne consiste pas à vivre sous un maître juste, mais en avoir aucun. Pas de maître. Il n'a pas dit ni Dieu, hein, mais pas de maître. Et ça, c'est la définition même de la liberté. En latin, chez les Romains, un homme libre, c'est celui qui n'est pas sous la domination d'un maître. Le contraire du dominant, c'est esclave. Et c'est un point très important qu'on va retrouver comme fil directeur de la pensée républicaniste. Qu'est-ce que c'est que la République ? C'est un régime dans lequel est garantie la non-domination. Garantie que les citoyens ne deviendront pas dominés, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne seront pas libres simplement en parole, mais en acte. C'est ce qu'ils appellent les gouvernements mixtes ou pas ? Et parce qu'il y en a qui prenaient des gouvernements mixtes. Oui, alors après, la forme de gouvernement, c'est autre chose. Mais pour lui, l'essentiel, c'est de garantir la liberté contre toute domination. Alors, encore une fois, il n'est pas anti-esclavagiste, etc., etc. Non, il ne faut pas non plus projeter trop. Mais il dit bien que si on est citoyen, on doit être libre. On n'a pas de maître. Un citoyen n'a pas de maître. Plus exactement, il en a un, c'est les lois, que lui-même a acceptées. Bon. Donc l'homme n'est libre, pour Cicéron, que si la cité est libre. Et la liberté, elle se réalise, si je récapitule ces quelques extraits
de son livre sur la République, la liberté trouve sa plus haute réalisation dans la participation des citoyens, en tant qu'égaux à la vie civique. L'absence de participation des citoyens signifie que la liberté a disparu. Pour un républicaniste, c'est clair. Et la vie publique est donc l'expression la plus élevée de la liberté. Je suis libre quand je m'occupe des affaires de la cité. Alors, je ne suis pas libre quand j'ai décidé d'aller en vacances à la mer plutôt qu'à la montagne, non. Je suis libre quand j'ai mon mot à dire sur les lois. Et je peux dire cette loi me plaît, cette loi ne me plaît pas. Et qu'on décide en commun après délibération de ces lois. Et en même temps, cette liberté qui est mon droit le plus élevé est aussi le devoir le plus impérieux. Alors Cicéron développe ça, notamment dans le traité des devoirs. Donc la participation à la vie civile est un devoir moral. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit une conception largement partagée de nos jours. Et donc la communauté politique, qui est la cité ou la République, elle n'est pas liée par l'intérêt, par exemple. Ce n'est pas un syndicat pour décider tel ou tel avantage. Il n'y a pas de conception utilitariste pour dessous chez Cicéron. Ce qui fait le lien de la collectivité, de la communauté politique, ce sont les sentiments moraux. On retrouve ça, j'en avais parlé l'an passé à propos de... ou il y a 2 ans, peut-être maintenant, je ne sais plus, il y a 2 ans, oui. À propos des républicanistes des grandes cités italiennes, et notamment de cette célèbre fresque de Lorenzetti, le bon gouvernement. Ben, le bon gouvernement, il trône au milieu de la fresque, et puis au-dessus, il y a quoi? Il y a les vertus. Et les vertus, alors, les vertus cardinales classiques, et puis les vertus théologales qui trônent encore en haut, tout en haut de cette fresque superbe, mais c'est parce que ce qui fait la vie politique, c'est les vertus. Si les citoyens ne sont pas d'accord, on va dire, aujourd'hui on appelle ça des valeurs, c'est un mot qui est tellement galvaudé qu'on n'ose même plus le prononcer, mais c'est parce qu'on a des valeurs communes qu'on vit ensemble. Si on n'a pas de valeurs communes, on ne peut pas vivre ensemble. On peut qu'allier nos égoïsmes de temps en temps, puis c'est tout. Ce sont les valeurs communes qui permettent la vie commune. Bon. Donc ces sentiments moraux. Alors ça, c'est une conception qui est largement balayée aujourd'hui. Mais elle définit ce qu'on a appelé, ce que certains auteurs appellent l'humanisme civique. L'homme se réalise dans la cité, humanisme civique, qui est très important dans les cités italiennes, chez les penseurs de l'humanisme, comme Bruni, par exemple, à Florence. Voilà. Donc voilà, Cicéron, ça nous a laissé un bel héritage. C'est un auteur qui... alors comme on ne fait plus de latin, on n'apprend plus Cicéron. Voilà. Avant, quand on faisait du latin dans les lycées, on était obligé de passer par Cicéron. Et c'est pas de latin de Cicéron. Oh, l'animal. Bon, mais bon, c'était un bon exercice de traduire du Cicéron. On nous faisait apprendre par cœur. Oui, aussi, oui. Quos quetandem abducere catilinaire, vous obligé de faire des... Oui, les catilinaires, ça c'était le grand truc. Vous savez ça par cœur. Bon. Voilà, alors, il y a donc un républicanisme antique dont je pense Cicéron est l'exemple le plus théoriquement soudé. Alors, on va passer donc à cette grande transformation qui est le républicanisme moderne. Et pour moi, celui qui marque le début du républicanisme moderne s'appelle Niccolò Machiavelli, de son nom italien, mieux connu chez nous sous le nom de Machiavel. Et Machiavel est à peu près unanimement reconnu comme le père de la modernité en politique. Il est l'inventeur de la science politique moderne, véritablement. Il ne s'intéresse pas à un gouvernement idéal, c'est pas vraiment son souci premier. Il s'intéresse à comprendre comment marchent les gouvernements. Ça, c'est le propre de la science politique. Comment ça fonctionne? Sachant que ce qui guide en général l'action des hommes, ce sont leurs passions. Et comment les humeurs, il dit Machiavel, parce que Machiavel utilise souvent un vocabulaire hippocratique. Il dit que donc les hommes sont guidés par leurs humeurs. Et donc il faut arriver, pour qu'une cité fonctionne, il faut que toutes les humeurs arrivent à se concilier et à s'équilibrer. Comme un corps est en bonne santé, s'il n'y a pas d'excès d'une humeur sur une autre, par exemple, si vous avez la bile noire qui vous envahit, vous êtes mélancolique, rien ne va plus.
Bon. Donc il y a une conception très médicale chez Machiavel du gouvernement. Bon. Alors, dans le républicanisme antique, c'est un point que j'ai omis bêtement, là, chez Cicéron, pour qu'un gouvernement soit stable, il faut respecter un équilibre. Cet équilibre, il est une espèce d'harmonie qui doit s'établir entre les trois sources du gouvernement, qui sont le peuple qui accepte les lois, l'aristocratie qui propose des lois, et les consuls qui exécutent. Hein, voilà. Il y a trois facteurs, c'est ça qu'on appelle le gouvernement mixte. Hein. Il y a trois instances, et alors dans l'idée de Cicéron, ces trois instances peuvent vivre harmonieusement. Au fond, il n'y a pas de raison, comme on est tous guidés par la vertu, qu'on n'arrive pas à établir l'harmonie entre les exécutants, les législateurs et le peuple qui décide. Alors, Machiavel, bien sûr, connaît très bien tout ça. Il a lu les auteurs latins, il les relu. Il a même d'ailleurs commencé tout jeune par une traduction de Lucrèce. Il a traduit le De Natura Rerum de Lucrèce en italien. Et le latin, c'était sa langue, hein, comme tous les gens un peu instruits de cette époque. Bon, de toute façon, pour un Italien, le latin, c'est sa langue, hein, quand on regarde bien. D'ailleurs, souvent dans les livres de philosophie, par exemple, écrits en italien, il y a des citations latines, mais ils ne les traduisent pas. Alors, débrouillez-vous, hein. Vous êtes censé parler de latin. Mais c'est normal. Hein. Alors, Machiavel, lui, il a cherché comment on peut arriver à avoir un gouvernement assez stable. Et alors, pour lui, l'harmonie, ce n'est pas une harmonie qui va être donnée par le fait que les hommes sont vertueux. Machiavel ne croit pas trop que les hommes soient vertueux. Il pense même qu'ils sont plutôt naturellement assez méchants et qu'ils ne vont pas trop compter sur leur bonté pour calculer quelque chose de stable. Il va falloir trouver des formes politiques qui permettent de contenir les conflits. C'est-à-dire faire en sorte que les conflits qui existent toujours ne dépassent pas certaines limites et ne mettent pas en cause l'existence de la cité. Voilà. Alors, Machiavel constate qu'il y a partout, dans toutes les républiques, un conflit fondamental entre le grand et le peuple. Voilà. L'histoire, jusqu'à nos jours, l'histoire de la lutte de classe, ça c'est Marx, sinon ça pourrait être Machiavel. Il dit, il y a toujours, toutes les cités, c'est comme ça. Alors, il ne définit pas les grands et le peuple par des notions économiques ou sociales. Il les définit, là encore, par leurs humeurs. Être grand, c'est vouloir gouverner. Être peuple, c'est vouloir ne pas être gouverné. C'est vouloir qu'on vous fiche la paix, que vous puissiez mener vos affaires tranquillement, que vous ne soyez pas attaqués subrepticement par quelques bandits ou par des puissants qui s'emparent de vos biens. Machiavel évoque souvent le cas de ces tyrans qui s'emparent des filles et des femmes de la famille, parce que ça devait être tout à fait courant à cette époque. Et voilà, le peuple, il ne peut pas supporter ça. C'est ça qui fait celui qui est peuple. Et les grands aspirent à diriger et même à tyranniser. Machiavel emploie le terme. Hein. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant chez Machiavel, c'est que pour lui, ce conflit n'est pas mauvais. Au contraire, il dit tant qu'il y a conflit, c'est qu'on est en bonne santé. Voilà. On est en bonne santé, c'est-à-dire que le peuple ne se laisse pas faire. Parce que pour lui, un peuple qui se laisse faire est un peuple corrompu. Bon, alors le seul problème qui va se poser, c'est pas de supprimer ce conflit qui lui-même est bon, d'ailleurs. Il note que Rome a été une république tumultuaire, comme il dit. Il y a régulièrement eu le peuple mécontent qui descend dans la rue ou qui se retire sur l'Aventin, qui dit voilà, maintenant on fait grève de la guerre, débrouillez-vous tout seul, hein, faites la guerre comme vous voulez, mais sans nous. Ce conflit, dit Machiavel, ces conflits ont toujours été bons pour Rome. Ils ont renforcé la cité, ils ont été favorables à la liberté. Alors, la vision historique et la théorie du conflit chez Machiavel s'articulent sur une philosophie politique, c'est-à-dire sur une étude des régimes politiques et la recherche du meilleur des régimes.
Alors, sa philosophie de l'histoire, de ce point de vue-là, est inspirée de Polybe et du cycle de Polybe, qui part du fait qu'une cité est toujours fondée par un homme, que cette cité fondée par un homme, quand il meurt en général, ceux qui suivent ne vont pas accepter le successeur, donc il va y avoir le changement vers un État non plus monarchique mais aristocratique, et puis cet État aristocratique va céder la place progressivement à une république populaire qui elle-même peut dégénérer, et dégénère souvent, et qu'on va retrouver à l'autre bout, la tyrannie. Voilà. Donc ça suit une espèce de cycle. Polybe dit ça s'est toujours passé comme ça, il donne des tas d'exemples dans l'histoire romaine, et pour lui ça se passera toujours comme ça. Machiavel n'a pas exactement cette position. En tous les cas, ça signifie qu'il n'y a pas dans l'absolu un régime parfait. D'ailleurs, comme le dira Spinoza un peu plus tard, commentant Machiavel d'ailleurs, il y aura en matière de régime politique, en gros, on a tout essayé. On les a tous faits. Ils ont tous fini par être corrompus. Donc voilà, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puisque tous les gouvernements, finalement, sont voués à entrer dans une phase de décadence. Et le meilleur des gouvernements n'est pas dans l'absolu le meilleur, ça s'apprécie suivant la conjoncture, ainsi que l'exige le réalisme historique. Machiavel est connu pour être l'auteur d'un livre apparemment pas très républicain, s'appelle Le Prince. Alors, pourquoi est-ce qu'il écrit Le Prince, Machiavel ? C'est un traité pour savoir comment on prend et on garde le pouvoir, qui est dédié au départ à Laurent de Médicis, lequel n'en a même pas voulu, il a préféré ses deux chiens au livre de Machiavel, ça avait profondément ulcéré Machiavel, cette histoire. Et pourquoi ? Parce que Machiavel se dit, l'Italie est dans un tel état de délabrement politique qu'il faut trouver quelqu'un qui soit assez fort pour libérer l'Italie des barbares. C'est le titre du dernier chapitre du Prince. Parce que la plupart des gens qui disent qu'il faut lire Le Prince et qui n'ont jamais lu, oublient. Le point fondamental de ce livre, c'est comment libérer l'Italie des barbares. Les barbares qui sont rentrés en Italie, hein. Alors pour lui, c'est les Français aussi, les barbares, puisque c'est la grande calata des Francesi qui sont descendus, qui ont commencé les horribles guerres d'Italie. Voilà. Donc comment se libérer des barbares ? Et donc lui, il dit, il faut trouver un prince. Il dit, on n'a pas d'autre solution. Quelqu'un qui soit assez fort pour unifier les Italiens. À un moment même, il a pensé que Jules II pourrait faire ce boulot-là. Le célèbre pape guerrier. Voilà. Donc c'est en fonction de la conjoncture. Il dit, pardon, on peut avoir besoin d'un sauveur suprême. Nous, Français, on sait bien qu'on a eu besoin d'un sauveur suprême à un moment de notre histoire. Hein, quand le pays s'est effondré totalement, sous la poussée de l'armée allemande en 1940, la France a failli disparaître, purement et simplement. On a oublié ce petit chapitre de notre histoire qu'on a refoulé dans un coin de notre inconscient. Mais ça a été quelque chose d'absolument terrible. Bon, et puis là, il y a eu un prince, Charles de Gaulle, qui a été celui qui a permis de chasser les barbares de France. Bon, donc voilà, il n'y a pas de meilleur gouvernement en général. Les circonstances peuvent rendre nécessaire soit le gouvernement d'un seul homme, provisoirement, soit le gouvernement d'une petite assemblée, soit un gouvernement beaucoup plus large. Il n'y a pas de modèle théorique auquel le mouvement réel devrait se conformer. Voilà. Pour autant, chez Machiavel, l'idée de liberté est le fil directeur. Alors, parfois, pour sauver la liberté, il faut user de moyens un peu sévères. Voilà. La République romaine faisait ça quand elle était en danger. Je ne sais pas, quand les Gaulois étaient sous les remparts là, et qui se préparaient à envahir la ville, vous nommiez un dictateur, vous allez chercher un gars qui était derrière Chacharune, nommé Cincinnatus, et puis Cincinnatus, il arrivait, il sauvait Rome, et après, il retournait à Chacharune. C'est l'image d'Épinal de Tite-Live, mais elle correspond sûrement à quelque chose de vrai. En tous les cas, elle a un idéal. Hein. Celui qui sauve le pays, on le remercie, on lui fait les honneurs, oui, bravo, tu as sauvé le pays, maintenant tu retournes où tu étais. Churchill. Churchill aussi, bien sûr, oui, tout à fait. Ça, c'est un peuple mûr. Oui. Confiant le sauveur après usage. Oui, tout à fait. Bon.
En tous les cas, donc, c'est toujours en fonction de la fin qui est la liberté que doivent s'apprécier les moyens. D'où l'expression la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, qui n'est pas chez Machiavel, cette Oui, expression. elle n'est pas dite comme ça, mais on la trouve. Mais oui, oui, mais bien sûr. Mais il a raison d'ailleurs, Machiavel. C'est la fin qui rend justice des moyens. Les moyens sont bons si vous atteignez réellement la fin que vous étiez donnée. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Je veux dire, celui qui dit je m'en fiche des fins, c'est qu'il ne veut pas sérieusement ces fins-là. Hein, il y a un très bon chapitre de Jean Kelevitch sur le purisme de ceux qui refusent que la fin justifie les moyens dans son traité des vertus. C'est très bien ce qu'il dit, Jean Kelevitch. Il dit voilà, il dit oui, nous sommes de respecter à tout le temps, en tout lieu, la liberté, parce qu'on est presque la liberté crève, dit Jean Kelevitch, qui lui était résistant. Voilà, il sait bien ce qu'il a fait. En résistance, il a fait du sabotage, on fait sauter des trains, tout ça. C'est des moyens qui en eux-mêmes ne sont pas spécialement moraux, hein, faire sauter des trains. Bon. Ben voilà, mais il fallait le faire. Il s'est vraiment sali les mains pour la liberté. Voilà. Alors, donc, la politique, et en particulier quand il s'agit de trouver un prince, elle doit être vertueuse. Alors, le terme qu'utilise Machiavel, c'est virtu. Alors, virtu, nous on va traduire par vertueux, hein, mais c'est un terme intraduisible en fait, virtu. Virtu, c'est la qualité de l'homme. En latin, oui, c'est l'homme, le vrai, quoi, le mec. C'est ça, la virtu. C'est donc le courage. Il faut le courage de faire ce qu'on a engagé. Il faut le courage de dire, moi je pars à Londres, et contre tout le monde, je vous appelle à résister. Ça, il faut du courage pour ça. C'est pas simplement le courage sur le champ de bataille, qui compte aussi beaucoup pour Machiavel. Il a quand même fallu des gens qui aient le courage sur le terrain pour... Oui, tout à fait. Ah ben bien sûr, oui, oui, mais c'est aussi... À Londres, ça ne marche pas tout seul. Oui, c'est bien, oui, oui. Non, c'est évident, oui, oui. Et puis, il faut une deuxième qualité pour le gouvernement. Il faut avoir la fortune avec soi, c'est avoir de la chance un peu. Donc c'est pour ça, il arrive que vous ayez des gouvernants qui ont du courage, mais pas de chance. Puis les gouvernements qui n'ont pas de chance, qui ont de la chance, mais qui ont tout gaspillé faute de courage. Il donne des exemples, par exemple, il donne l'exemple de César Borgia, prince courageux pour lui, et qui n'était pas du tout le monstre qu'on a dépeint, parce que César Borgia, alors il n'hésitait pas devant les moyens, il a pacifié la Romagne pour le plus grand bien des paysans, hein. En faisant quoi? En exterminant les nobles. C'était simple. Il leur avait proposé une paix, il les invite dans un château, au fur et à mesure qu'ils rentraient, il les faisait tout là, il les faisait égorger. Donc ça a été simple comme truc. Bon, alors évidemment, c'est une preuve de cruauté terrible, Machiavel, qui a observé ça de très près, parce qu'il a été envoyé par Florence auprès de César Borgia. Machiavel dit, bon d'accord, il dit, c'est pas terrible, quoi, c'est un peu dur comme traitement, mais dit, au fond, il a obtenu la paix. Bon, en plus, Machiavel détestait les nobles, donc ça tombait bien. Voilà. Donc, il faut avoir un peu de chance, et puis il faut avoir du courage. Mais alors, justement, César Borgia, il n'a pas eu de chance après. Il y a toute une série de malheurs qui se sont abattus sur lui. Il est tombé malade, son père est mort, donc bref, il a tout perdu. Alors, donc si on a ce genre de gouvernement qui peut être nécessaire dans les situations difficiles, hein, et on serait bien mal placé pour venir faire des leçons rétrospectives. Enfin, je pense que juger l'histoire qui est derrière nous, c'est un exercice parfaitement vain. Machiavel donc admet qu'on puisse avoir des méthodes un peu rugueuses pour sauvegarder la République, mais il n'oublie jamais quel est le gouvernement qu'il faut chercher, parce qu'un gouvernement qui doit garantir la liberté, même si au moment donné les circonstances ne le permettent pas effectivement. Hein. Voilà. Et toute son œuvre est un plaidoyer pour la République, conçue comme la forme de gouvernement la plus stable possible. C'est un gouvernement dans lequel l'élément populaire joue un rôle central.
Et Machiavel se rattache ainsi à une vieille tradition républicaniste. J'en avais parlé aussi il y a 2 ans, notamment j'ai parlé de Marsile de Padoue et de son célèbre Defensor Pacis. Alors, du point de vue politique, Machiavel est un homme pratique, hein, on dirait pragmatique aujourd'hui. Sa politique se fonde sur l'expérience. Il dit on n'a pas d'autre maître que l'expérience. Ce qui marche pas, ben, ça marche pas. Et la meilleure formation que puisse avoir celui qui veut devenir gouvernant, ben, c'est d'apprendre l'histoire, de méditer les leçons de l'histoire et de savoir comment ça s'est passé, quelles étaient, sachant que les humeurs des hommes, en gros, sont à peu près éternelles, hein, les hommes ne changent pas beaucoup, et vous avez toujours des ambitieux, des lâches, des courageux, etc., ça ne bouge pas beaucoup. Suivant les circonstances, comment tel gouvernement a réussi à s'en sortir et comment tel autre a perdu. Et ça, c'est la première formation qu'on doit avoir, méditer l'histoire. Bon. Alors ça, c'est une grande idée aussi, c'est lié à l'éducation humaniste. Hein. Apprenez tout des anciens. Alors, et il faut retenir les leçons de ce qui marche. Par exemple, Machiavel critique les Gracques, hein, vous savez, les célèbres tribuns de la plèbe romain, qui avaient notamment initié une réforme agraire. Caius Gracchus et Tiberius Gracchus, tribun en 122, en 123 réélu en 122 Tiberius. On apprenait ça aussi. Bon. Les Gracques, par exemple, dit-il, ont manqué de sagesse. Et parce que leur politique n'a pas marché. Puis elle a abouti au résultat inverse. Il dit donc qu'ils se sont trompés. Donc il faut pouvoir faire comme eux. Il ne les critique pas pour avoir voulu faire une réforme agraire, distribuer les terres et tout. Ça lui semblait une bonne idée en soi. Mais il dit, comme ça a été fait, ça n'a pas marché. Donc ils ont eu tort. C'est assez simple comme manière d'envisager l'histoire. Alors, si la politique est expérimentale, elle n'est pas sans principe. Hein. Et de ce point de vue, dans l'ouvrage qui est peut-être pour moi le plus important de Machiavel, qui est ses discours sur la première décade de Tite-Live. C'est un ensemble de commentaires du premier livre des 10 livres de Tite-Live sur son histoire romaine, puisque Tite-Live fait l'histoire de Rome ab urbe condita, comme on disait, depuis la naissance, depuis la fondation de Rome. Et Machiavel s'intéresse beaucoup à ce texte. Et dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel dit qu'il a exprimé en cet ouvrage tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a pu apprendre des choses du monde par une longue pratique et par une lecture assidue. Hein. Il part de l'expérience, donc il l'a appris par la pratique, et son but est d'ailleurs pratique. Il compare souvent la politique à la médecine. Hein. La médecine, vous pouvez toujours faire des temps d'études théoriques, être le plus grand savant en biologie. Si vous n'avez pas de pratique, vous n'êtes pas médecin. La médecine est essentiellement une discipline pratique. Et le médecin est bon s'il soigne ses patients. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est d'abord un savoir-faire. Oui, c'est d'abord un savoir-faire. Hein. C'est une technique, la médecine, ou un art. Ce qui veut dire la même chose. Voilà. Ce qui est toujours le cas à l'époque, puisqu'on séparait le chirurgien du médecin qui avait le droit de raisonner dans l'abstraction. Oui, alors le chirurgien. Le barbier chirurgien. Oui, tout à fait. C'était un manuel. Mais aujourd'hui, on a un peu une trop grande confiance dans la science. Et on compte pour trop négligeable l'expérience. Et le savoir qu'on apprend de la vie. Quoi. Bon. Donc la politique, comme la médecine, peut se construire que sur l'expérience. Et pour Machiavel, il est nécessaire de partir de ce qui fait le centre de la politique, c'est-à-dire les libertés. Et la liberté, c'est elle qui produit, et là, ce gros avantage, c'est elle qui produit ce que Machiavel appelle le vivere civile, vivre civilement. Alors, c'est pareil, c'est une expression pas très facile. On pourrait dire vivre politiquement, après tout, puisque politique et civil, civil c'est du latin, politique c'est du grec. C'est la vie d'une cité heureuse, le vivere civile, dans lequel personne n'est dans une misère telle que ça produit des séditions, les puissants ne sont pas assez puissants pour opprimer les autres, c'est cette peinture, je reviens
à ma fresque de Sienne, c'est la deuxième partie où vous avez une cité dans laquelle les gens se promènent dans les rues en paix, dans laquelle les gens qui travaillent, des élèves qui étudient, etc., etc. Peinture un peu idyllique, certes, mais c'est un idéal. Et Machiavel appelle ça le vivere civile. Et vivere civile, si je traduis ça en grec, c'est la vie politique, hein, au sens d'Aristote. La vie dans une communauté qui est gouvernée par de bonnes lois. Et pour Machiavel, liberté et communauté politique, liberté des citoyens forment une seule et même chose. Vous ne pouvez pas être libre si votre cité n'est pas libre et si elle n'est pas juste, s'il ne permet pas le vivere civile. Dans une cité qui n'est pas libre de son destin, qui est soumise par exemple à un empereur ou à, je sais pas, ou à une impératrice, genre, comment, Ursula Ier, eh bien vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes libre que si votre cité, celle dans laquelle vous pouvez participer à la vie publique, est libre. Et donc, le plus mauvais des régimes, c'est le régime d'empire. Machiavel est contre l'empire. Et évidemment, en Italie, à l'époque, c'est pas une petite affaire. Parce qu'il y a un empire qui est là, c'est l'empire de Charles, cet empire romain germanique, qui prétend toujours que les républiques du Nord, en particulier, sont ses vassales. Donc il faut chasser les Allemands d'Italie. Tout à l'heure, je parlais des Français, maintenant c'est le tour des Allemands, parce que c'est eux qui dominent. Et on ne peut être libre que si on n'a pas quelqu'un au-dessus de soi. Et c'est une idée fondamentale qu'on va retrouver chez Jean-Jacques Rousseau. La souveraineté ne se partage pas. Soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Mais il n'y a pas deux souverains. Donc la France n'est pas souveraine dans l'Union européenne. Absolument. Je vous ai laissé tirer la conclusion. Hein. Moi, je suis pour rien. Bon. Voilà. Alors, Machiavel donne toutes sortes de conditions pour qu'un État soit libre. Il dit, par exemple, il est libre s'il ne dépend pas à l'origine d'une puissance étrangère. Et c'est seulement dans son indépendance qu'un peuple peut être libre. Et il n'y a pas de liberté si la puissance étrangère exerce sa tutelle. Et c'était le drame de ces cités italiennes, parce que tout le monde venait s'en mêler. Ce qui fait d'ailleurs qu'elles ont été longtemps déchirées entre le parti du pape et le parti de l'empereur, entre les guelfes et les gibelins. Sans compter qu'après, il y avait des guelfes noirs, des guelfes blancs. Bon, voilà. Un peuple habitué à la servitude, à l'inverse, nous dit Machiavel, prend tous les défauts qu'engendre cette situation. Voilà. Ça devient un peuple vicieux. Ceux qui sont habitués à obéir comme ça, sans rien dire. Je sais pas, je viens de voir qu'il y a un livre qui vient de sortir sur ce sujet, sur la grande expérience d'obéissance de masse qui a été faite il y a 3-4 ans dans notre pays. J'ai vu ça, il y a un livre qui vient de sortir là-dessus. L'affaire du confinement comme expérience de masse de l'obéissance. C'était décrit comme une manipulation, surtout des méthodes de psychologie américaine. Oui, tout à fait. Voilà. Comment on apprend? Comment? Non, ça c'est vrai, oui. Mais là, ça commence à sortir, les livres. Hein? Oui, priorité dedans. Bon. Et donc, un peuple qui est habitué à la servitude aura du mal à se libérer. Donc, pour qu'une cité soit vraiment libre, il faut qu'elle ait de bonnes origines. Par exemple, qu'un des défauts de Florence, c'est qu'au départ, elle n'était pas libre. Et que ça lui a coûté cher. Alors, cette définition première de la liberté contient encore autre chose. Être libre, c'est être éloigné donc de toute servitude. Je dis la liberté, pour Machiavel, comme pour les anciens, c'est ne pas être serf. L'opposition, c'est liber servus, un libre esclave. Et c'est donc pas dépendre d'un maître. La liberté, elle est bien donc une non-domination. Je suis libre si je ne suis pas dominé. Alors, on verra dans une autre séance qu'on peut étendre cette notion de domination, parce qu'il n'y a pas que la domination politique proprement dit, il y a toutes sortes de dominations.
J'en prends un exemple. Le rapport salarial est Oui. juridiquement défini comme un rapport de domination. Bien sûr. Il est ça. Alors, peut-être qu'il est nécessaire, on ne va pas rentrer dans cette discussion, mais il faut le savoir, et une bonne liberté, une bonne république doit défendre la possibilité pour le salarié de se défendre, de ne pas être réduit à la condition d'esclave au motif qu'il est dépendant. Il y a d'autres... Même sans aller jusqu'à Comment l'esclavage. Même sans aller jusqu'à... Oui, même sans aller jusqu'à l'esclavage, mais et c'est pour ça, par exemple, les droits sociaux, pour les républicanistes modernes, font partie de ces protections contre la domination. De la même façon que les lois scolaires protègent les enfants contre la domination des parents, hein, qui peuvent avoir tendance à en faire des petits esclaves. Hein. Alors, qui peut garder la liberté? Eh bien, Machiavel vous le dit très clairement, il dit le seul gardien impossible de la liberté, c'est celui qui y a intérêt. Donc c'est le peuple. Il ne faut pas demander aux grands de garder la liberté à votre place. Hein, faites-le vous-même. Alors, ce qu'il y a, qui est peut-être l'originalité de la pensée de Machiavel, dans tous les penseurs politiques, hein, tous, ils vous promettent d'établir l'harmonie, de réconcilier les hommes de telle façon que les agneaux puissent s'endormir à côté des loups, tout ça. Machiavel ne croit pas un mot, évidemment, à ces fables-là. Hein? Oui, l'agneau ne dormira pas beaucoup. Non, l'agneau ne dort pas beaucoup dans ces cas-là. Non. Et donc, Machiavel, lui, considère que la discorde est une bonne chose. Ah, c'est évidemment sans faire un auteur scandaleux. Ben oui, il vous dit des choses terribles. Alors déjà, quand il explique Le Prince, il dit des choses horribles. Dans Le Prince, il dit voilà comment on prend le pouvoir. Puis il donne la liste des méthodes les plus mauvaises pour prendre le pouvoir, mais c'est comme ça que ça marche. Bon. Et Machiavel soutient que c'est l'antagonisme qui fait la vie, quoi. Il dit que c'est la plèbe qui, à Rome, a rendu la République puissante et libre. Ni avant, ni après Machiavel, on ne soutiendra cette position. Sauf peut-être chez les anarchistes. D'ailleurs, comme presque, c'en est presque un signe, Machiavel a écrit une histoire de Florence. Et dans cette histoire de Florence, il rapporte l'épisode des soulèvements des Ciompi, c'est-à-dire des ouvriers de la laine, je crois que c'est en 1378, quelque chose comme ça. Et alors, il raconte des choses, il invente en partie Machiavel, parce que comme tout le monde, il n'y a pas grand-chose, mais ces ouvriers de la laine, c'est les seuls qui n'ont rien, qui n'ont pas d'organisation, parce que tous les autres ouvriers, ils appartiennent à des corporations, donc ils ont des représentants, ils ont le prieur qui les défend, etc. Alors que ces Ciompi, c'était les soldats français qui les avaient baptisés comme ça, parce que pour eux c'était des campagnards, quoi, des paysans, des pauvres types, quoi. Hein. Ces Ciompi, donc ils se révoltent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent une église, Santa Maria della Novella, et puis là, ils élisent un comité des sept saints, ils les appellent. Ça s'appelait un soviet en Russie un peu plus tard. Ils élisent un comité, et ce comité, c'est lui qui va presque prendre la direction de la ville. Puis après, bon, ça a reflué, évidemment. Et Machiavel raconte tout ça, il raconte les discours qui se tiennent, les discours qu'il invente. Et qu'est-ce qu'ont fait les anars italiens? Ils ont distribué à part en brochure les discours de Machiavel sur la révolte des Ciompi. Et je crois que ça montre très bien que cet homme-là est animé d'un esprit un peu frondeur, quand même. Bon. Voilà. Et le conflit, qui est un conflit de classe, donc chez Machiavel, il faut l'appeler par son nom, produit des bons effets. Voilà. Parce que c'est le principe même de la liberté. C'est quelque chose dont on devrait se souvenir. Hein. Et la supériorité de Rome, Machiavel le montre en long, en large, à travers, découle de cette vitalité qui lui a insufflé les conflits. C'est parce que les Romains ne sont pas habitués à se laisser faire qu'ils ont pu conquérir le monde. Si vous êtes habitué à vous laisser faire, bon. Autrement, ça ne peut pas marcher. Alors, il étudie les exceptions. Hein. Il dit, par exemple, Sparte avait une bonne constitution, elle a été stable, mais au fond, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était une petite cité, et puis parce que les citoyens étaient soumis à un nivellement drastique. Hein.
Alors, il existe donc bien des alternatives à la manière romaine, hein, Machiavel est prêt à l'admettre, mais à chaque fois, ces alternatives entraînent une moindre liberté. Et elles nécessitent une moindre population. Et donc, pour lui, si vous faites, c'est presque un calcul coût-avantage qu'il nous propose. Il dit, si vous pesez bien, les désavantages des tumultes sont rien par rapport aux avantages qu'ils nous procurent. Voilà. Une bonne grève, ça coûte des sous. Mais une bonne grève est toujours avantageuse. Une vraie de vraie, quoi. Quand on est décidé à défendre, coûte que coûte, sa position. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas l'heure, là, je sais pas qui arrive. Ouais. Alors, Machiavel ne croit pas particulièrement à la démocratie au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire, il ne pense pas que le peuple peut participer, parce que, question de simple bon sens, l'homme ne vit pas que de politique, et notre premier but dans la famille, c'est d'assurer notre subsistance, donc il faut bien travailler. Hein. On ne peut pas passer sa vie à l'agora pour discuter de politique. Les Athéniens avaient fait ça. Mais pour ça, ils payaient les citoyens pour qu'ils assistent à l'Assemblée, et il y avait des esclaves qui faisaient le boulot pendant ce temps-là. Il y avait des esclaves payés pour apporter les rafraîchissements sur l'agora, parce que vous savez, s'il y a des réunions, il fait chaud à Athènes. Voilà. Donc Machiavel ne croit pas à ça. Il pense que, il dit, la plupart des gens n'ont pas envie de gouverner. Il dit, ceux qui ont envie de gouverner, c'est ceux qui veulent être grands. Donc c'est déjà des gens dont il faudrait se méfier. Bon. Mais par contre, dit-il, et puis il dit, les matières sont souvent complexes. Donc il ne pense pas que les hommes soient tous capables, faute de temps, d'instruction, etc., de décider dans toutes les questions. Mais il dit, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il se trompe rarement sur les hommes qui choisissent. Alors là, il est très optimiste. Mais hein, ils ignoraient le régime des partis. C'est peut-être le régime des partis qui nous coûte cette confiscation du pouvoir politique. Il y a un texte que j'ai découvert récemment de Simone Veil, Proposition pour en finir avec les partis. Voilà. Donc, Machiavel n'est pas un démocrate au sens classique du terme. Hein. Il ne revendique pas le gouvernement direct du peuple. Le peuple veut seulement vivre en sûreté. Hein, la sûreté, c'est une idée importante. On va la retrouver chez Montesquieu, par exemple. Et c'est un de nos droits fondamentaux. Parce que vous n'êtes pas libre. Oui, c'est un des 4 droits fondamentaux. Comment ? Dans la Déclaration des droits. Oui, c'est dans la Déclaration des droits. Un des 4 droits. Oui, oui. Non. On pourrait d'ailleurs considérer que la sûreté, telle qu'elle est pensée et par Machiavel et par les gens qui ont adopté la Déclaration des droits de l'homme, la sûreté, c'est pas simplement la sécurité face aux bandits qui vont vous dévaliser quand vous rentrez chez vous, c'est la sûreté par rapport à l'État, par rapport aux grands, et puis la sûreté de sa vie, avoir des perspectives de vie assurées, autant que les hommes peuvent avoir des perspectives de vie assurées, ça c'est... Mais c'est ça la sûreté. Et c'est bien une des choses que chaque peuple revendique spontanément. Sans sûreté, il n'y a pas vraiment de liberté. Ben oui. Mais c'est peut-être même la liberté de pouvoir vivre. Je veux rentrer chez moi, je ne vais pas être agressé, c'est bien. Je veux rentrer chez moi, il n'y aura pas 2 policiers qui viendront m'arrêter parce que j'ai dit une chose qui déplaît au chef. C'est ça la liberté. Ça commence par là en tout cas. Peut-être des formes plus importantes, plus élevées de la liberté, mais c'est d'abord ça. Voilà. Voilà. Alors, Machiavel a eu quelques héritiers. Hein. Il y en a, j'en citais 3. Il y en a un qui est ouvertement machiavélien, qui est James Harrington, l'auteur d'Océana. Et James Harrington était un penseur de la Révolution anglaise. La vraie, hein, c'est eux qui ont coupé la tête de leur roi. Où ils ont établi pour la première fois une république en Angleterre, parce que les Anglais nous ont devancés d'un siècle dans cette opération.
Bon, après, ils se sont remis les pieds dans le tapis, ils ont rétabli la monarchie. Mais, et Harrington écrit un livre passionnant qui s'appelle La République d'Océana, dans lequel il essaie de faire le tableau d'une bonne république. Et alors, pour lui, une bonne république, elle doit reposer fondamentalement sur des citoyens libres, et pour être libre, il faut deux choses. Il faut avoir sa charrue, c'est-à-dire son moyen de gagner sa vie, et son fusil. C'est un auteur pas très connu, hein, Harrington, mais c'est un auteur intéressant. Oui, un peu puritain. Oui, bah oui, bien sûr, évidemment. Les puritains ont été beaucoup influencés. Hein. Et puis alors, il y a un autre auteur qui est très machiavélien, c'est Spinoza. Spinoza, dont le traité politique est fait sous les auspices de Machiavel. Parce qu'il dit, il y a des tas de gens qui écrivent des tas de choses sur des républiques qui n'existent pas. Il dit, il faut plutôt écouter la leçon du très pénétrant Florentin, qui lui a su comprendre quels étaient les véritables mécanismes du pouvoir. Et le traité politique de Machiavel est entièrement imprégné de Spinoza, oui, la confusion, est entièrement imprégné de l'esprit de Machiavel. Voilà. Puis il y a un troisième auteur que je citerai, qui est très machiavélien, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors ça paraît bizarre. Partiellement. Ah oui. Rousseau, contre justement Machiavel, dit qu'il faut séparer morale et politique. Et Oui. Rousseau dit quand même que Oui. c'est morale et politique. Mais c'est quand même Rousseau qui dit Machiavel est le véritable ami des républicains. Oui, sur ce plan-là. Car feignant de donner des leçons aux princes, il donne des leçons au peuple. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça et c'est pareil, Rousseau se pose la question quand même de comment construire quelque chose qui soit réaliste. Il y a un certain pragmatisme chez Rousseau. Alors, on l'accuse souvent d'être utopique. Moi, je pense que c'est une erreur. Simplement, il pose une vraie question, Rousseau, que je vais simplement esquisser. C'est qu'il dit, pour qu'une république existe, il faut qu'elle soit petite. Si elle est trop grande, ça ne peut plus marcher. Vous êtes obligé de multiplier la bureaucratie, de déléguer ce que vous pourriez faire vous-même à quelqu'un d'autre. Et il dit, une bonne république, c'est celle dans laquelle les citoyens se connaissent. Les théoriciens politiques jusqu'à très récents ont le même raisonnement. Oui, absolument. Et alors, je cite ça parce que j'ai relu ça récemment dans une interview de Olivier Rey, qui est un mathématicien, professeur de philosophie, enfin un homme aux multiples casquettes et très intéressant, qui a écrit un excellent livre il y a quelques années qui s'appelait Une question de taille, et où Rey revient sur cette affaire et dit on ne pourra pas défendre la démocratie tant qu'on aura des gros machins. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est pour ça que ça La marche en dimension d'un Suisse. établissement scolaire. C'est pour ça que ça marche en Suisse. C'est vrai pour tout. Mais bien sûr, la Suisse C'est presque reste. les paysans avec leurs lettres. Non mais Il y a une question, il y a une taille optimale. De la même façon que les êtres vivants, il y a une taille optimale. Hein, je sais pas, vous ne pourriez pas imaginer un chien qui soit de la taille d'une araignée, une araignée de la taille d'un chien. Ça ne collerait pas. Comment? Infiniment petit, ça marche. Oui. Les dinosaures ont disparu, les bactéries continuent. Ah oui, absolument, oui. Donc voilà, oui, c'est encore une preuve qu'une taille modeste permet de survivre. La Suisse vit très bien. Hein, L'Islande, oui, 300 000 habitants, l'Islande. C'est bluffant, l'Islande, ils sont 500 000, on peut pas. Voilà. Bien.